Nous continuons en français avec mon très cher ami Richard Peña. Richard Peña est professeur à Columbia. Il a été le directeur du New York Film Festival et la Lincoln Film Society pendant 30 ans, ou quelque chose comme ça, 25 ans. Sans fin. Il a beaucoup marqué. Ce sont des endroits extrêmement importants pour la présence du cinéma mondial aux États-Unis. Et Richard y a joué un rôle décisif. Il continue de le faire comme enseignant, mais aussi en parcourant le monde et en accompagnant des films et des cinéastes. Il est particulièrement un grand spécialiste, même si ses compétences ne s'y limitent pas, des cinémas d'Amérique latine. Et aujourd'hui, donc, Richard, tu étais déjà d'ailleurs à la tribune hier, donc tout le monde te connaît, va plus particulièrement nous parler de ce mouvement central dans l'histoire de l'ouverture du cinéma au monde, qui a été le cinéma novo brésilien, et de ses conséquences aujourd'hui, de la manière dont ça continue de travailler nos représentations contemporaines. The floor is yours. Bonjour et merci pour l'invitation à prendre la parole ici à la Collège de France. D'autant plus que de plus en plus, le cinéma devient facilement accessible. L'idée de créer de nouvelles histoires basées sur le lien entre des œuvres auparavant considérées comme ayant peu ou pas de lien devient vraiment tentant. Dans les années 50, les films dans culture, comme par ailleurs diverses que celles de la France, le Japon et le Brésil, une liste qui en pourrait ajouter à moins une douzaine d'autres nations mouvantes, nouvelles œuvres de jeunes cinéastes non seulement sont apparues, mais ont émergé avec l'intention exprimée de remettre en question ce que ces nouveaux cinéastes percevaient comme un établissement cinématographique qui ne représentait plus leur société, tous une mutation rapide, ni s'adresser aux problèmes du jeune. Une rubrique générale pour catégoriser cet développement serait de voir toutes ces nouvelles vagues comme des exemples de l'impulsion moderniste qui avait commencé à affecter le cinéma dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Il faudrait tout d'abord décrire ce qui a été fait en vedette dans cette impulsion moderniste. Les dialogues avec les autres arts et le désir de raconter de nouveaux types d'histoires d'une manière nouvelle ont été décrits dans le cadre de cet élan moderniste. Bien sûr, il y avait des autres sources d'inspiration, mais je ne mentionnais qu'une. Le modernisme au cinéma, comme dans les autres arts, implique une grande conscience du soi de l'artiste, sensibiliser les spectateurs à la manière dont les films sont réalisés en proposant des approches alternatives révèle inévitablement la présence de l'artiste créant une œuvre donnée. Un film ressemble au son d'une certaine manière parce qu'un artiste voulait le faire paraître ou avoir cette apparence. On pourrait dire que les œuvres modernistes sont en quelque sorte une art sur l'art, car leur effet esthétique consiste en partie à nous rendre conscients du processus qui sous-tend la création d'une œuvre de l'art donnée. Donc, il est par hasard si l'émergence du modernisme au cinéma à la fin des années 50 et début des années 60 a coïncidé avec la diffusion internationale de la politique des auteurs, the auteur theory, comme on appelle en anglais, une approche critique du cinéma qui considère au moins tous les films importants comme l'expression de visions artistiques seules et uniques. Le terme cinéma novo, simplement nouveau cinéma en portugais,
est apparu pour la première fois en 1959 dans un article sur un programme de court-métrage écrit par la critique brésilienne Eli Azeredo, dans lequel il mettait en exergue deux de ses films, à Rwanda et à Arraial do Cabo. Cinema Novo était un mouvement créé par de jeunes cinéastes et Azeredo a souligné dans son article deux aspects identifiants. Le fait que les films évitent la narration pour créer un effet plus impressionniste et qu'ils se concentrent sur certaines régions du Brésil, en particulier des communautés de pêcheurs éloignées, qui ont rarement été diffusées dans les médias brésiliens. Ces deux facteurs, la recherche de nouvelles formes cinématographiques et la révélation de facettes inconnues du Brésil, seraient essentiels au caractère du mouvement. Contrairement à la France ou au Japon, le Brésil ne dispose que d'une infrastructure industrielle cinématographique contre laquelle ces jeunes cinéastes pourraient se révolter. La production brésilienne en 1960 n'y représentait que 30 films par an, répartis essentiellement entre des mélodrames ou thrillers à saveur psychologique, souvent avec peu de références brésiliennes, produits en grande part à São Paulo, ou les comédies musicales connues comme chanchadas, produits au Rio, pleines de carnaval, de samba et de femmes magnifiques. Les jeunes cinéastes qui forment Cinema Novo ont rejeté la première, car elle représentait une imitation débile et fatiguée des films étrangers bien meilleurs, tout en méprisant la deuxième, car elle réduisait le Brésil à une série de clichés touristiques. Ils voulaient au cinéma qui fasse partie de dialogues sur l'avenir de leur pays en rapide mutation, ainsi que sur les nouveaux mouvements de films qui se déroulent dans le monde entier. Ils espéraient également un cinéma pouvant atteindre la envergure culturelle de l'architecture futuriste de Brasilia ou l'explosion internationale de la bossa nova. Après de nombreux courts-métrages et documentaires intéressants, dont certains ont été acheminés vers les festivals étrangers, Cinema Novo s'est lancé dans ses premiers longs-métrages, tous de production privée. Bien qu'il ait eu une grande variété de thèmes et d'approches, les trois films qui caractérisaient le mieux de cette période sont peut-être ce qu'on appelle parfois la trilogie du Nord-Est, composée par Sécheresse, Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, Le Dieu Noir et le Diable Blonde, Deus Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, et Les Fuzils, ou Fuzis, de Rui Guerra, tout fabriqué en 63-64. Alors que le sud du Brésil avait atteint de taux de croissance économique pratiquement sans précédent dans les années 50. Le Brésil était bien la Chine des années 50. Le nord-est du Brésil, cette partie qui s'avance dans l'Atlantique, faisait partie des régions plus pauvres de la planète, frappées par le passage rude, un climat impitoyable et l'organisation politique et économique semi-féodale. C'était le lieu de la honte nationale et ces cinéastes y étaient naturellement attirés à la fois comme une moyenne de montrer au Brésil rarement vu et comme une moyenne d'intervenir dans les discussions sur l'avenir de la nation. Au-delà de simples appels à la justice sociale, ce film était aussi une méditation sur l'utilisation légitime de violence, en particulier dans un pays où les incidents de résistance violente à l'autorité étaient effectivement rares. Surtout dans l'Amérique latine, connue pour ses fréquents soulèvements et ses rébellions, pourquoi les Brésiliens, en particulier les plus misérables d'entre eux, ont-ils simplement accepté leur destin sans lutte?
Sécheresse et le dieu noir et le diable blond ont tous deux eu leur première internationale à Cannes en mai 1964. Des projections qui ont bien annoncé l'arrivée du cinéma nouveau dans le monde. Malheureusement, quelques semaines seulement avant ces projections, dans le 1er avril de 1964, l'armée brésilienne avait fait un coup d'État contre le gouvernement démocratiquement élu de João Goulart et remplacé par un général. Encore une fois, il y avait peu de résistance armée et au bout de 4 jours, l'armée était en plein contrôle du pays. Une fois de plus, il semblait que le peuple brésilien avait refusé de se rebeller contre l'autorité. Le début de la dictature militaire, qui durera 21 ans, affectera Cinema Novo de plusieurs manières. Le tournage dans le nord-est était maintenant interdit, un développement magnifiquement décrit dans le film de 1984 d'Eduardo Coutinho, où un homme marqué pour la mort, cabra marcado por mujer. Pourtant, il y avait une quantité supprimante de liberté d'expression et de licence artistique au cours des premières années de la dictature. En fait, le mouvement produisait certains des meilleurs films au cours de cette période. Maintenant, plutôt que de filmer au nord-est ou sur les problèmes des citadins urbains pauvres, ces cinéastes ont commencé à tourner leur caméra vers eux-mêmes et sur le monde, et en particulier sur leurs échecs. Cette troisième et dernière phase de Cinema Novo était caractérisée par ce que nous pourrions appeler des autobiographies urbaines, œuvres situées dans la ville et se concentrant sur les protagonistes très similaires aux cinéastes de Cinema Novo eux-mêmes. Hommes blancs, instruits, des classes moyennes au mieux, souvent identifiés comme artistes ou comme journalistes. Nombreux cinéastes de Cinema Novo, tels comme Carlos Diegues, David Neves ou Nelson Pereira Santos, ont fait travailler comme journalistes entre leurs films. Cette étroite congruence entre les cinéastes et le sujet a considérablement intensifié la qualité autoréférentielle du film. De plus en plus, la réalisation du film, même la réalisation du film que nous regardions, a été inscrite dans le film lui-même. Aucun film n'illustre mieux cette évolution du Cinema Novo que le troisième film de Glauber Rocha, Terre en transe, qui a été créé en 1967, le dernier moment possible pour un tel film, parce que la censure du régime militaire étant devenue beaucoup plus stricte peu de temps après. Le film raconte l'histoire de Paulo Martins, poète, journaliste et cinéaste occasionnel. Nous avons même la chance de voir 2 de ces films dans Terre en transe. Nous essayons de nous insérer dans le chaos politique d'un pays qui s'appelle Eldorado. Tout au long de son parcours, Rocha réfléchit au Brésil et de l'Amérique latine plus généralement et insérant de temps en temps des mots, des noms et la prononciation en espagnol. Élevé comme une sorte de protégé de Porfirio Díaz, un politicien conservateur traditionnel, Paulo rompt avec lui et commence à travailler pour l'un de ses rivaux, Felipe Vieira, une sorte de populiste démocratique qui ici porte un costume blanc. Encore égoutté par ce qu'il considère plus tard comme l'hypocrisie de Vieira, il retourne dans le monde de Díaz. Plus tard, ses anciens alliés du camp de Vieira lui demandent de revenir, ce qui Paulo, de toute façon cynique à propos de tout le processus, fait de toute façon. Il lui est demandé d'organiser un grand rassemblement pour Vieira, qui filmera ensuite. Le titre « Rencontre d'un leader avec son peuple » apparaît à l'écran, puis nous sommes plongés dans l'événement. À un moment donné, vous entendrez Paulo parler un monologue en voix off. Le film regorge de ses facettes personnelles, exemples de la poésie de Paulo. Cela peut paraître un peu déroutant, mais la
Um candidato popular! Vieira, o nosso presidente, quer ser o novo Napoleão e Dias, o novo César. Somente você tem condições para ser o novo Lincoln. Pedro negou Cristo 3 vezes, mas foi Pedro quem fundou a Igreja de Deus. E Judas, o traidor, enforcou-se no... Senhores, abramos trilhas nas florestas. Fundemos 1000 cidades onde antes eram países selvagens e pontes sobre rios, estradas cortando deserto, máquinas arrancando minério da terra. Se não fossem os padres, o que seria das Américas? O que seria dos astecas, dos incas e dos maias? O que seria dos tupis, dos tamoios, dos aimorés e dos chavantes? O que seria da fé? Sentido da coerência. Dizem que é prudente observar a história sem sofrer, até que um dia, pela consciência, a massa tome o poder. Ando pelas ruas e vejo o povo magro, apático, abatido. Este povo não pode acreditar em nenhum partido. Este povo alquebrado, cujo sangue sem vigor, este povo precisa da morte mais do que se possa supor. O sangue que estimula no irmão a dor, o sentimento do nada que gera o amor. A morte como fé, não como temor. Por que, Paulo? Por que você mergulha nessa desordem? Que desordem. Veja, Vieira não pode falar. E por mais de um século ninguém conseguirá. Você jogou Vieira no abismo. Eu?
O abismo está aí, aberto. Todos nós marchamos para ele. Mas a culpa não é do povo. A culpa não é do povo. A culpa não é do povo. Saem correndo atrás do primeiro que lhes acena com uma espada ou uma cruz. O povo é Jerônimo. Fala, Jerônimo. Fala, Jerônimo. Fala. Não tenha medo, meu filho. Fale. Você é o povo. Fale. Eu sou um homem pobre, um operário. Sou presidente do meu sindicato. Estou na luta das classes. Acho que está tudo errado. E eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise e o melhor é aguardar a ordem do presidente. Estão vendo que é o povo? Um imbecil, um analfabeto, um despolitizado. Já pensaram Jerônimo no poder? Um momento, minha gente! Um momento! Eu vou falar agora. Eu vou falar. Com a licença dos doutores, Sr. Jerônimo faz a política da gente, mas Sr. Jerônimo não é o povo. O povo sou eu, que tenho 7 filhos e não tenho onde morar. Extremista! 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 Une séquence assez remarquable. Un mot d'abord sur le titre. En anglais, le mot portugais trans est parfois traduit par trance, ce qui en anglais donnait le sens d'un état de calme, presque hypnotisé. Trans en portugais fait spécifiquement référence au passage de religion afro-brésilienne entre le monde physique et le monde surnaturel et non matériel. Ce passage est toujours violent et même terrifiant. C'est un pays au corps de ce genre de bouleversement violent, pris entre 2 mondes, 2 possibilités, 2 futurs. Cet usage d'une sorte de dialectique structurante, une influence évidente d'Eisenstein, informe chaque aspect du film. Ce film est construit sur les dichotomies. Tourné comme un documentaire de cinéma-vérité, il met en scène des personnages aussi stylisés que l'on pourrait trouver dans un opéra. La solennité du discours politique est contrastée avec les danseurs de samba. La bande sonore alterne samba avec Villa-Lobos. Au milieu de tumulte de rassemblement, un homme tire une mitrailleuse, mais aucun coup de feu n'est entendu. Comme Sarah, la compagne féminine de Paulo, fait remarquer dans un autre moment du film, peut-être la poésie et la politique sont trop pour un seul homme, une référence peu dissimulée au risque inhérent au projet de Rocha. À peu près tous les points de terrain trans semblent s'y tirer à part,
prêt à s'envoler dans plusieurs directions différentes. Et l'assemblage chaotique sur l'écran rend le spectateur intensément conscient des choix techniques et stylistes ici faits par Rocha. Terre Trans n'est rien de naturel. Chaque instant est construit. Quelque chose qui pourrait vous paraître plus évident si vous avez vu le film entier, car le film représente en grande partie les mémoires de Paolo Morente. Pensez du film comme une aria de la mort politique. Pourtant, le cœur de la séquence est certainement le moment remarquable quand Paolo couvre la bouche de Geronimo, président du syndicat, alors qu'il parle, puis nous regarde directement sur nous spectateurs, nous demandant si nous pouvons maintenant voir ce qui soit le peuple. Sont vraiment imbéciles, illettrés, dépolitisés. Il nous demande ensuite, à nous les spectateurs, si nous pouvons imaginer Geronimo au pouvoir. À moi, aux États-Unis, au moment de la sortie de ce film, en 1967, « The power to the people », le pouvoir au peuple, était un cri fréquemment entendu lors de nombreux rassemblements politiques, qu'ils soient contre la guerre de Vietnam ou pour les droits civils des Afro-Américains. Rocha ose demander si nous, son public, qu'il a mis être comme lui, de classe moyenne, instruite et probablement blanche, avons-nous jamais vraiment pensé à ce qui pourrait être le pouvoir au peuple? Ou est-ce que nous prétendons simplement donner de pouvoir au peuple tout en ayant l'intention de le garder pour nous tous les temps? Un autre détail contextuel brésilien. Alors qu'ils les États-Unis en fonte, on pourrait imaginer, de moins de les années 60, qu'un membre d'un syndicat faisait partie de classe ouvrière, de masse. Ça n'aurait pas du tout le cas au Brésil. En termes de rang social et économique, un travailleur syndiqué se situerait probablement dans les 30 supérieurs de tous les Brésiliens. Au-dessous de lui, on se trouverait une masse énorme de travailleurs irréguliers, des paysans ou simplement de chômeurs chroniques. Donc, même ce prétendu représentant du peuple pose problème. Immédiatement, Rocha nous montre qu'il est tout aussi conscient que nous. Un homme vêtu de la tenue de coton simple d'un paysan apparaît tout à coup dans la foule. Il escapade apparemment à partir de ses profondeurs pour Paolo, dont il arrange la main finalement de la bouche de Geronimo. Mais plutôt qu'il de retourner à Geronimo, le paysan décide de parler pour lui-même. Il insiste que même si Geronimo travaille pour le peuple, il n'est pas vraiment d'entre eux. Selon les paysans, le vrai peuple, c'est bien lui, qui a 7 enfants, il n'y a pas d'endroit où vivre. Ce discours nouveau est simplement trop, même pour les partisans populistes des candidats Vieira à accepter, ou même de vouloir entendre. Il attaque immédiatement et brutalement, lui donne des coups de poing et lui attache une corde autour du cou. L'homme qui met la corde au cou est l'acteur Maurice de Valle, qui joue le rôle d'Antonio das Mortes dans les autres films de Rocha. Je coupe les séquences là dans l'intérêt du temps, mais dans les prochaines séquences, vous verriez les paysans d'être tués, comme Rocha remplit le bande-son avec les bruits des mitrailleuses et des bombes, comme si l'armée entière était appelée à détruire cet seul individu. Son discours était jugé tellement dangereux. Lorsque le film est sorti, il a été dénoncé de manière compréhensible par la droite, mais également par le large secteur de la gauche. Les raisons de cette situation sont complexes et peuvent sembler les plus logiques si vous avez vu les films entiers ou non, mais cette séquence en particulier a suscité la colère de beaucoup de gens. Ces critiques du film ont simplement identifié Paolo avec Glauber Rocha, comme s'il était le porte-parole de Rocha, et que ses commentaires sur le peuple, aussi laids qu'ils soient, étaient leur propre réflexion politique de Rocha.
Pour moi, c'est simplement un autre cas que le créateur est mal identifié avec ses créations. J'espère que personne ne pense que la défense de meurtre de Uncle Charlie de Ombre de doute reflète les propres sentiments de Hitchcock sur le sujet, mais peut-être. Cependant, ici, Rocha fait naître les doutes de ces générations, celles dont le rêve d'un nouveau type de pays avait été anéanti pour le coup militaire. Et je pense qu'en travers le portrait de Paulo, il s'inclut lui-même, et ceux comme lui, beaucoup dans ses critiques de l'échec de la politique démocratique au Brésil, ou peut-être dans toute Amérique latine, qui commençait à faire se transformer en 2 décennies de dictature. Dans son frustration, Paulo se déchaîne même contre les personnes qu'il est censé libérer. Et si, dans un certain sens, il ne veut vraiment pas être libéré, le grand paradoxe de tous ces mouvements politiques radicaux, des bolcheviks de Lénine ou de los Barbudos de Fidel Castro, a souvent été la distance raciale, sociale, économique et éducative des libérateurs par rapport à leur objectif de libération. On simplement nié cette distance, comme dans la conception de Lénine du parti comme une avant-garde révolutionnaire qui représente la conscience de la classe ouvrière, ou essayer d'admettre d'une certaine manière qu'il existe effectivement une contradiction. Autour de Paulo et la camarade de Rocha, le prétendu 4e mur est brisé et le téléspectateur est mis en défi à trouver tout à coup sa place dans la diégèse du film. Le film tente ainsi de transformer la nature même de l'expérience cinématographique, passe d'une expérience passive à une expérience active. Alors que l'idée du cinéma brechtien restait théorique en France, celle-ci avait déjà trouvé sa place au Brésil pendant ces années. J'ai toujours pensé que le cinéma était bien meilleur pour poser des questions que pour y répondre. Le philosophe Ludwig Wittgenstein a déjà fait remarquer que la philosophie est principalement une question d'apprentissage pour poser bonnes questions. Rocha, de Terre en Trans, s'approche autant de tout cinéaste que je connaisse. Merci.